Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Action Prévention Jeune sur la chaîne du Toulouse Université Club. À nouveau, j'accueille Elisabeth Rosset, donc merci de vous joindre à nous pour un nouvel épisode de ce podcast. Avec plaisir, bonsoir à tous. Donc on le rappelle, vous êtes psychologue et membre de l'association Clémence Isor qui, un peu comme nous, fait de la prévention sur tout type d'addiction et du suivi sur les addictions. On se retrouve ce soir pour un sujet auquel on ne pense pas forcément quand on parle d'addiction, un peu comme peut-être des sujets dont on a pu parler déjà ici, tels que l'addiction au sport ou le surentraînement. Ce soir, on va parler des jeux de hasard et d'argent. C'est notre sujet de ce soir, la question des jeux de hasard et d'argent. Alors, c'est une des addictions comportementales, puisqu'elle se différencie du reste des addictions, notamment parce qu'avec les jeux de hasard et d'argent, on n'absorbe pas de substances, alcool, tabac. Donc, comme le sport, c'est plutôt une addiction comportementale. Elle est vieille comme le monde, mais en France, on a un peu tardé à la prendre en charge. Et qu'est-ce que c'est qu'une addiction aux jeux de hasard et d'argent ? C'est quand le jeu n'est plus à sa place de loisir, mais a envahi totalement la vie de la personne qui s'y adonne. Très généralement, les joueurs de jeux de hasard et d'argent, eh bien, ils vont consacrer tout leur argent, et même plus que leur argent, à cette activité. Alors, quitte à s'endetter, quitte à emprunter sans pouvoir rendre quoi que ce soit, ni rembourser, quitte à parfois même passer de l'autre côté de la limite légale et d'avoir recours à du vol ou à des malversations pour obtenir plus d'argent et assouvir ce besoin de jouer qui s'impose à eux, souvent plusieurs fois par jour. Pour se rendre compte un peu, quelle offre y a-t-il réellement du jeu ? Est-ce que les tentations sont absolument partout ? Alors l'offre de jeu, elle n'a cessé d'augmenter depuis le début des années 2000, puisque originellement il y avait principalement en France du moins un jeu de tirage qui s'appelle le loto, et c'était le jeu qu'on retrouvait le plus souvent. Mais depuis le début des années 2000, l'offre de jeu, elle a augmenté. Quand on englobe dans cette offre de jeu, notamment donc les jeux qu'on va trouver chez le buraliste, les cartes à gratter qui font partie de cette offre, on va pouvoir participer à des jeux de tirage. Il y a les jeux de tirage type le loto, mais il y en a d'autres qu'on appelle l'amigo aussi, qui est un jeu de tirage toutes les 5 minutes, qui lui se joue dans les cafés. Il y a les jeux qu'on va pouvoir participer qui sont en lien avec le milieu sportif. Alors les paris sportifs, c'est ceux qui ont connu l'essor le plus important ces dernières années, notamment avec la pratique en ligne, qui permet d'accéder à toutes sortes de paris sur des sports même inconnus par les participants, alors qu'avant on était limité par l'offre de jeu, ce qu'on appelle l'offre de jeu en dur, pour la distinguer de celle qui est en ligne, qu'on va trouver sur Internet. Puis peut-être aussi, à l'origine, les paris sportifs, c'était essentiellement les paris hippiques. Maintenant, on peut parier sur le foot, on peut parier sur le rugby et tout un tas d'autres sports, peut-être même tous les sports. J'allais distinguer, moi, les paris sportifs des paris hippiques. C'est pas les mêmes. Effectivement, traditionnellement, en France, on aime bien parier sur les courses de chevaux et c'est vrai que sont venus par la suite les paris sportifs. Les paris hippiques, ça draine énormément aussi de joueurs et de propositions de jeux, et ce qui a changé beaucoup, et notamment avec l'arrivée d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, on peut parier sur des dizaines de courses. On peut parier sur des courses qui ont lieu la nuit à l'autre bout du monde. Et c'est cette accessibilité en fait au pari qui favorise le fait de jouer et de rejouer. C'est ça le problème, c'est souvent de rejouer. Et puis il y a deux derniers lieux du jeu qu'on peut citer encore. Il y a les casinos. Les casinos, c'est un peu les lieux où de rêve, que des fortunes se font et se défont dans ces enceintes closes, luxueuses généralement. Et puis il y a aussi les clubs ou les cercles de jeu, où on peut pratiquer des jeux de hasard et d'argent. Et pour revenir un peu à cette question de la tentation, finalement, la disponibilité un peu H24 via, entre autres, les smartphones et Internet, est-ce que ça a augmenté le risque
d'addiction aux jeux de hasard et d'argent. Malheureusement, dans ce domaine des jeux de hasard et d'argent, en France, on a assez peu d'études qui ont été faites et qui pourraient nous dire, avant la légalisation des jeux en ligne et avant l'apparition d'Internet, il y avait une prévalence, c'est-à-dire un nombre de personnes qui étaient concernées par des usages problématiques des jeux de hasard et d'argent de temps. On n'a pas fait d'études. Les études concernant les joueurs de jeux de hasard et d'argent, elles sont tout à fait récentes. Entre celle qui a été menée en 2010 et celle qui a été menée en 2014, on observe une augmentation, non pas de ce qu'on appelle des joueurs addicts, c'est-à-dire qui sont au stade ultime de l'addiction, mais des joueurs dits problématiques, c'est-à-dire quand on est entré dans une manière de jouer qui n'est pas encore de l'ordre de l'addiction, mais qui pose déjà pas mal de problèmes. Et donc là, on a observé une augmentation quand même assez importante en termes de population, de prévalence dans la population. Et justement, par rapport à cette population qui va être concernée, est-ce que les plus jeunes sont aussi concernés par cette problématique nouvelle et voilà tout simplement à quel âge à quel âge ça commence l'addiction aux jeux de hasard? L'addiction aux jeux de hasard et d'argent concerne, comme toutes les autres addictions, plutôt les adultes, mais par contre le comportement de jouer, même si c'est interdit, c'est illégal pour les mineurs. Normalement, si vous avez 6 ans, vous ne pouvez pas jouer à un jeu de hasard et d'argent. Donc il y a cette interdiction. Mais il y a notamment autour des paris sportifs, principalement les paris sportifs parce que le sport et notamment le football est devenu un sport très partagé, très populaire et dans lequel on va avoir plus de piment, enfin c'est ce que disent souvent les joueurs, quand on va avoir une implication à travers un enjeu d'argent, donc un pari, quand on va regarder un match avec des amis. Et alors très souvent, ces histoires de paris sportifs, ça commence un peu de cette manière-là, c'est-à-dire je suis passionné par tel sport, mettons le football, et je m'y intéresse beaucoup, et je fais des pronostics avec mes copains, et pourquoi pas y mettre un petit peu d'argent parce que je me trouve bon, et puis on peut être pris comme ça assez jeune dans cette proposition d'offre de jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une certaine fragilité des plus jeunes, puisque là où la prévalence chez les adultes, elle est de 2,5% pour ce qui est de la France, elle est plutôt de 14 ou 15% prévalence de joueurs pathologiques chez les plus jeunes. Parce que quand on est plus jeune, on a plus tendance à prendre des risques élevés, on ne connaît pas encore bien ses limites et on n'a pas le même rapport à l'argent non plus que quelqu'un de plus âgé. Oui, et donc ça c'est très intéressant parce que j'imagine qu'il y a des mécanismes en fait, peut-être vous avez commencé à les évoquer un petit peu, mais quel mécanisme génère l'addiction au jeu? Très souvent, en fait, ce qui va faire qu'on va entrer dans cette pratique de jeu, au départ, c'est souvent une pratique de loisir, comme beaucoup d'autres pratiques addictives, on le fait pour le plaisir, une fois de temps en temps, etc. Et puis, il y a des mécanismes assez bien identifiés au niveau cognitif qui peuvent nous amener à penser, en gros, qu'on a une maîtrise importante sur l'issue du jeu. Il y en a un qui s'appelle l'illusion de contrôle, c'est-à-dire que le joueur va se convaincre qu'il peut contrôler les résultats du jeu. Il s'en convainc parce qu'il pense qu'il a les bonnes informations sur les différentes équipes qui seront là ce soir. Il s'en convainc parce qu'il a étudié les différents pronostics et il a étudié toute la presse, par exemple hippique, qui donne des informations et qui permettrait d'avoir le bon résultat. Il s'est entraîné comme un bon joueur de poker à compter les cartes, à repérer, à bien connaître les règles, et bien sûr qu'il y a une part d'habilité dans tous ces jeux, mais cette part d'habilité ne peut pas éliminer le hasard. Sauf que dans la tête du joueur... Il y a une négation de cette part de hasard. Voilà. Par exemple, ça c'est un des éléments, un des mécanismes. Et plus on est dans cette illusion de contrôle, plus le moment où on perd paraît incroyable pour le joueur, et le fait qu'il va perdre ses moyens, il va perdre le contrôle et peut-être avoir des paris, alors là, complètement hasardeux et qui vont lui faire perdre beaucoup d'argent. Et ça, c'est un des aspects, l'illusion de contrôle. Il y a d'autres mécanismes, comme par exemple l'indépendance des tours. C'est-à-dire qu'entre deux lancers de roulette, par exemple, il n'y a aucun rapport, puisqu'il y a autant de chances que n'importe quel chiffre sorte à chaque tirage de roulette.
Mais l'esprit humain, il n'aime pas trop ça, le hasard. Le hasard. Ben, il pense surtout qu'il y a une logique entre deux tours. C'est-à-dire, mais puisque le noir est sorti 10 fois, alors forcément, au 11e tirage, le rouge aura plus de chances de sortir. Ce qui est absolument faux. Les chances de sortie d'une couleur restent égales, quels que soient les résultats précédents. Mais, je le répète, l'esprit humain n'aime pas tellement le hasard et il y a cette volonté de contrôle qui nous fait trouver des logiques qui n'existent pas. Ces logiques-là, elles peuvent entraîner quelqu'un à persévérer dans une conduite alors que, a priori, il n'y a pas de logique là-dedans et il n'y a que du hasard. Donc finalement, c'est une addiction dont on parle très peu. Pourquoi ça ? Et elle est sous-estimée parce qu'elle est déroutante aussi. La plupart des joueurs pathologiques que j'ai pu rencontrer expliquaient qu'ils avaient essayé de parler de ces difficultés à leur entourage et que l'entourage ne comprenait pas et invitait le joueur à s'arrêter. Voilà. La plupart des gens ne comprennent pas qu'il puisse y avoir un mécanisme de dépendance qui puisse s'installer à ce type d'activité, puisque au moment où le joueur est à froid, lui-même, comme tout le reste de son entourage, il comprend bien que effectivement, il répète des échecs. Mais dans le moment où il est pris dans le jeu, on dit le joueur est à chaud, et à ce moment-là, c'est d'autres mécanismes qui sont plus du tout rationnels, qui se mettent en route, et notamment cette illusion de contrôle, cette idée qu'on est chanceux, le fait qu'on soit un gagnant, ou que sa manière de vivre et de tout parier de cette manière-là. Et en fait, on se convainc d'une espèce de croyance que ça va fonctionner. Et puis, voilà. Et alors, le truc, c'est qu'évidemment, ceux qui gagnent, les grands gagnants de ces jeux, c'est pas les joueurs eux-mêmes, c'est plutôt les organisateurs de ces jeux. Et donc, forcément, même quand on a développé des habilités, même quand on a été prudent dans ses mises, etc., il y a toujours un moment où on perd. Et dans la problématique du joueur de jeux de hasard et d'argent, c'est que quand la perte survient, elle est impensable et d'emblée, il se dit « je vais me refaire ». C'est cette notion de vouloir se refaire. Et donc, je vais rejouer pour gagner la somme que j'ai perdue. Et plus si possible. Mais l'idée du joueur, c'est de gagner la somme qu'il a perdue. Et il ne voit pas d'autre moyen que le jeu lui-même pour regagner la somme qu'il a perdue. Et là, on s'inscrit dans un cercle vicieux, puisque, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, il y a toujours un moment où on perd. Et on perd plus qu'on ne gagne au jeu de hasard et d'argent, sauf si, je le répète, on est organisateur de ces jeux. Peut-être pour comparer ça me fait penser à quelque chose qui a été évoqué dans le podcast sur l'addiction au sport, que je vous invite à aller écouter. On y parle d'addiction fantôme, de maladie fantôme. Est-ce que finalement cette incompréhension de la part des proches face à l'addiction d'une personne qui joue, est-ce que c'est comparable ? Je connais moins bien cette question de l'addiction au sport, mais ce que je sais, c'est que moins on est informé sur l'existence de ces problématiques et de ces maladies, et moins on peut reconnaître chez l'autre sa difficulté, et plus on l'isole. C'est-à-dire qu'énormément de joueurs de jeux de hasard et d'argent vont tarder à demander de l'aide, parce que c'est tellement incroyable ce qu'ils sont en train de faire, et en même temps personne ne les croit. Comment est-ce qu'on peut jouer son salaire en 5 minutes ? Quel sens ça a pour quelqu'un Voilà, ça paraît fou. Et ça paraît tellement déraisonnable qu'on se dit que la personne qu'on a en face, qui n'est pas fou justement, qui est raisonnable, rationnelle, elle ne peut pas faire ça. Et en fait, ça isole beaucoup les gens. Ils s'isolent, ils n'osent plus demander, ils ont honte, parce que forcément, je le répète, dépenser son salaire en 5 minutes... Une fois qu'on a fait ça, on se sent coupable et honteux. Voilà. Et ça a tendance à beaucoup isoler les personnes qui sont en souffrance avec ces problématiques. Et c'est pour ça que s'informer et être informé de l'existence de ces différents types de problématiques, c'est très important. Et justement, peut-être pour information, avant de conclure, ça touche combien de personnes à peu près en France, ce type d'addiction ? Est-ce qu'il y a une donnée ? Alors, la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage dans la population adulte, il est aujourd'hui de 2,5%, je crois, à la louche, j'ai plus les chiffres exacts en tête, 2,5% de joueurs problématiques. Ils étaient 1,9 en 2010, ils étaient 2,5 en 2014, c'est l'étude la plus récente, plus 0,4% de joueurs addicts, pathologiques. Ça veut dire qu'en gros, il y a 3% de la population adulte qui souffre de problèmes de jeu. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Très certainement une prochaine fois pour une autre thématique. Et je vous dis au revoir à tous. À bientôt.